Bienvenue à vous sur cette première vidéo d'une série de 4 vidéos gratuites sur l'investissement en bourse dans des actions à dividendes. Merci à vous pour votre confiance et j'ai hâte avec vous de vous montrer toute la puissance de cette stratégie. Donc si vous ne le savez pas encore, je m'appelle Raphaël Carteni. J'ai investi près de 350 000 € dans cette stratégie que je m'apprête à vous révéler dans cette série de 4 vidéos gratuites. Et on va voir ensemble dans cette première vidéo pourquoi finalement cette stratégie en bourse est selon moi la stratégie la plus puissante, une stratégie sur laquelle je me focus à 100% et je vais vous partager quelques-uns de mes secrets d'investisseur. Donc comme je vous disais dans cette première vidéo, on va voir ensemble pourquoi cette stratégie elle est si puissante et pourquoi vous devriez l'appliquer le plus rapidement possible. Mais avant que je vous parle de ça, j'aimerais qu'on soit d'accord sur les fondations et sur les bases de cette stratégie pour savoir vraiment c'est quoi finalement une action, c'est quoi un dividende. Ça peut peut-être vous paraître évident, mais j'ai envie d'être certain qu'on parle de la même chose. Une action, c'est quoi? C'est tout simplement un morceau d'entreprise. Donc quand on investit en bourse, qu'est-ce qu'on fait? On achète des morceaux d'entreprise, on investit dans des titres de propriété et vous devenez propriétaire d'une partie d'une entreprise qui est cotée en bourse. D'accord? Donc la bourse, c'est un endroit où on achète des titres de propriété et où vous devenez en fait actionnaire de ces entreprises. Un dividende, c'est quoi? C'est tout simplement le droit pour vous, en tant qu'actionnaire, de toucher une partie des bénéfices de l'entreprise. Vous possédez des morceaux d'une entreprise, donc vous êtes actionnaire et donc vous avez le droit de toucher une partie des bénéfices, si bénéfices il y a, de l'entreprise sous forme de ce qu'on appelle des dividendes. Vous voyez un petit peu ça comme en immobilier où on touche des loyers quand on a un appartement. Et bien en bourse, on touche des dividendes quand on a des actions. Une action, quand vous en possédez, ça ne vous apporte pas que le droit de toucher une partie des bénéfices, ça vous apporte également ce qu'on appelle un droit de vote. Donc généralement, on a un ratio de 1 droit de vote par action détenue, par une action détenue, et un droit de vote, ça vous permet tout simplement de pouvoir voter aux différentes décisions de l'entreprise, ce qu'on appelle les assemblées générales. Et ce qui est voté en assemblée générale, c'est notamment l'élection de l'équipe directrice qui va directement vous représenter, vous, en tant qu'actionnaire. Donc c'est vraiment très important. Donc, on se concentre généralement sur le côté dividende et revenu qu'une action peut nous apporter, mais sachez également qu'une action vous apporte un droit de vote pour que vous puissiez prendre part à toutes les décisions de l'entreprise. Alors, la grande question que j'ai très rapidement, c'est oui, mais moi, je ne peux pas devenir actionnaire. Devenir actionnaire, c'est pour les gens qui sont riches. Il faut avoir beaucoup d'argent. Qui peut réellement devenir actionnaire? Est-ce que monsieur et madame tout le monde finalement peuvent devenir actionnaire? La grande nouvelle, c'est oui. Dans les médias, on cherche à vous faire croire qu'un actionnaire, c'est un monsieur planqué en Suisse, cupide, très riche, qui s'en fout des salariés, bref, un méchant monsieur. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'actionnariat populaire, donc vous et moi, monsieur et madame tout le monde. Il y a de l'actionnariat via les entreprises, quand vous avez des participations directement dans l'entreprise, quand vous bossez dans certaines entreprises, etc., etc. Il y a différentes formes d'actionnariat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde peut devenir actionnaire puisque une action, combien ça coûte? Ça peut coûter aussi bien 3 €, 5 €, 10 €, 15, 20, 100, 50, 200, 2000, 200 000 pour les plus chers. Il y a tous les prix. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien acheter des actions pour quelques dizaines d'euros, parfois même pour 10 €. Donc tout le monde peut littéralement devenir actionnaire. Et pour les plus grosses actions, il y a même ce qu'on appelle l'achat d'actions fractionnées. Donc plutôt que d'acheter une action entière, on va acheter par exemple une demi-action. Par exemple, si une action coûte 1000 €, on va se dire j'achète une demi-action à 500 €. Alors honnêtement, ce n'est pas ce que je vous recommande d'acheter des actions fractionnées pour différentes raisons. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails dans cette formation gratuite, mais retenez que je vous invite quand même toujours à acheter une action entière et non pas une demi-action, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. Une action agit comme un titre de propriété. Imaginez-vous ça possible d'avoir un demi-titre de propriété, c'est un petit peu bizarre. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand on achète des actions fractionnées, on va vous prêter une action en fait qui appartient à quelqu'un d'autre et vous allez avoir le droit de bénéficier par exemple des dividendes de cette action, mais elle ne vous appartient pas réellement dans les registres de l'entreprise et c'est votre courtier qui entre guillemets harmonise tout ça dans ces registres. Donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est très important de détenir ses actifs quand on investit dans quelque chose. Et c'est pour ça que je vous recommande, pareil en bourse, de détenir vos titres de propriété et donc d'acheter des actions entières. Mais l'idée à retenir, c'est tout le monde peut devenir actionnaire. J'ai moi-même personnellement commencé à investir avec 100 €, 200 €, 300 € avant d'avoir 350 000 € d'investis en bourse. Donc l'idée, c'est qu'on commence là où on est et on grossit doucement mais sûrement son portefeuille. Au-delà de croire que on ne peut pas forcément devenir actionnaire, on se met cette croyance limitante de croire que c'est pas pour nous. Il y a d'autres choses qui généralement freinent les gens et peut-être vous aujourd'hui à investir en bourse. Vous vous dites qu'il y a plein de choses qui font que c'est pas pour vous. La première chose, c'est de vous dire il faut de l'argent. Voilà, il faut beaucoup d'argent. On en a un petit peu parlé auparavant. L'idée, encore une fois, c'est que j'ai commencé sans argent. Voilà, j'ai pas hérité d'1 million d'euros, j'ai pas gagné au loto.
J'étais étudiant quand j'ai commencé à investir, j'avais 1000 euros sur mon compte en banque, j'ai acheté au début 2 actions à 20 balles. Bon, clairement, c'est pas comme ça qu'on va devenir millionnaire du jour au lendemain, mais c'est pas le but. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il faut commencer avec sa situation et on verra dans la vidéo 4 de cette formation gratuite, eh bien, comment mettre en place une stratégie d'investissement quand on part de zéro. Mais l'idée, c'est de se dire que, bien évidemment, quand on part avec de l'argent déjà en poche, c'est beaucoup plus simple. Quand on parle d'investir ou d'entreprendre, ça facilite grandement les choses. Mais c'est pas pour autant que si vous n'avez pas beaucoup d'argent dès le début, que, eh bien, c'est impossible, encore une fois. Si il fallait de l'argent pour commencer à investir, croyez-moi que je serais encore sur les bancs de la fac, je serais encore étudiant ou je ne serais pas aujourd'hui indépendant financièrement ou millionnaire avant mes 30 ans. Donc, l'idée, c'est commencer avec ce que vous avez et vous verrez qu'avec une bonne stratégie d'investissement, on peut réellement atteindre des niveaux intéressants. La deuxième croyance, malheureusement, que je vois aussi beaucoup, c'est oui, mais ça va me prendre beaucoup de temps et moi, je n'ai pas le temps, je cours partout, j'ai mon travail, j'ai ma vie de famille, j'ai mes enfants, j'ai ma relation, je ne sais pas, amoureuse, bref, ce que vous voulez, ma passion et j'ai pas le temps et honnêtement, je te le dis, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur mes investissements. Ça m'intéresse d'investir, mais j'ai pas envie d'y passer toute ma vie. Ça va te plaire puisque cette stratégie va être entièrement adaptée à tes besoins puisque crois-moi, moi non plus, je n'ai pas envie de passer toutes mes journées de 8h à 18h à gérer mes investissements, à faire des analyses dans tous les sens et à me demander si je dois faire ci ou ça. Mon idée à moi, c'est d'investir sur le long terme. Donc, une fois que j'achète une action à dividende, mon idée, c'est de ne jamais la revendre et de ne simplement que récolter les fruits. Donc, entre guillemets, planter des graines, laisser pousser l'arbre et récolter dans l'arbre les fruits, les dividendes. Donc, vraiment, le travail, il se fait au début avec une bonne méthode. Tu vas voir que ça ne prend pas forcément énormément de temps. Et une fois que tu as cette méthode et une fois que tu sais dans quoi investir, tu mets simplement tes billets, ton argent dans ces entreprises et ces entreprises, tu les laisses vivre. Si tu investis totalement au hasard, n'achète pas forcément cette entreprise. Si tu investis demain dans Total, à chaque fois que tu vas aller, à chaque fois que tu vas passer devant une station-service et que tu vas voir des gens faire le plein d'essence, tu vas gagner de l'argent si tu es actionnaire de Total et tu ne vas pas forcément travailler chez Total. Pareil pour McDonald's, pareil pour Louis Vuitton. Donc l'idée, c'est vraiment d'acheter des entreprises, de les laisser travailler, de les laisser vivre, de les laisser investir, de les laisser se développer, de les laisser aller chercher de la croissance et toi, en tant qu'actionnaire, récolter une partie des bénéfices. Donc non, cette stratégie ne prend pas beaucoup de temps. Moi, personnellement, tous les mois, elle me prend pas plus d'un quart d'heure parce qu'aujourd'hui, mon process, il est rodé. Donc, le temps n'est plus une excuse. Et la troisième chose, c'est les compétences. Je te l'ai dit auparavant, on a vu qu'il fallait quand même analyser les entreprises pour savoir s'il fallait investir dans celles-ci et ensuite les garder à vie. Mais tu te dis peut-être, oui, moi justement, je ne sais pas comment analyser une entreprise, ça c'est compliqué. Comment tu veux que je sache si je dois investir dans telle entreprise ou dans une autre? Donc on en parlera dans la vidéo 3 de cette formation gratuite. Je te montrerai un petit peu un aperçu de comment moi j'aborde une entreprise pour savoir si elle peut m'intéresser ou pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas forcément énormément de compétences. Encore une fois, on veut nous faire croire dans le monde, on va dire, de l'investissement, dans le monde financier, que c'est très compliqué. Mais ça, pourquoi? Simplement parce que tous ces professionnels de la finance essayent de justifier qu'on a besoin d'eux pour investir alors que la réalité, elle est plutôt tout autre. On peut entièrement se passer de ces professionnels puisque même quand on regarde la performance de ces professionnels, eh bien, elles sont généralement pas très à envier. Donc l'idée, c'est encore une fois qu'il y a tout un brouillard qui est mis dans le monde de la finance et que quand on regarde à travers ce brouillard, finalement, c'est pas si compliqué que ça, encore une fois, quand on a une bonne méthode. Donc, il y a une citation de Warren Buffett que j'adore beaucoup qui dit que Wall Street fait son argent sur l'activité et que vous, en tant qu'investisseur, vous le faites sur votre inactivité. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas des compétences qu'il faut pour investir en bourse. Bien évidemment, il en faut. Je ne vous dis pas qu'il faut investir au hasard et ça va marcher. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est de la discipline. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer plein d'ordres en pensant que c'est ce qu'il faut faire. Ils vont se dire, allez, moi j'achète, je revends, je fais ça, je suis un trader, je suis actif sur les marchés, regarde, je gagne de l'argent. Au final, ce qu'ils font, c'est simplement enrichir leur courtier sur les frais de passage d'ordre. Ils multiplient le risque de faire des erreurs parce que plus on prend des décisions et plus on prend le risque de faire des erreurs. Alors que la réalité, et on le constate sur plein d'études, les investisseurs qui gagnent le plus d'argent sont ceux qui en font le moins. Donc moins vous passez d'ordre, moins vous en faites sur les marchés et plus vous gagnez d'argent parce que vous avez moins de risques de faire des erreurs. Donc c'est pour ça que cette stratégie, elle est vraiment passive, elle ne vous demande pas beaucoup de temps. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de compétences quand on a un bon process et surtout, vous pouvez commencer avec pas forcément beaucoup d'argent. On va maintenant voir pourquoi cette stratégie finalement c'est la meilleure stratégie. Je te l'ai dit en début de vidéo, mais pourquoi c'est la meilleure stratégie. Donc là, je vais te faire apparaître à l'écran un petit graphique qui va te montrer pourquoi les actions sont celles qui superforment toutes les autres classes d'actifs depuis maintenant très longtemps, plus de 200 ans, puisque tu peux le voir. Cette étude a été réalisée sur une période qui est de 1802 à 2012. Donc là, on rigole pas, c'est vraiment une étude qui est faite sur une très longue durée et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut commencer à en tirer des conclusions. Et ce qu'on peut voir, c'est tout simplement que les actions, tout en haut, première ligne, stocks,
sont la catégorie d'actifs qui superforment toutes les autres choses telles que les obligations, le cash, l'or, etc., etc. Et on peut voir bien évidemment de loin, puisqu'on voit que les actions, eh bien, sur la partie, on va dire, graphique, non plus dans le tableau, sont largement devant, puisque eh bien, à bout de 200 ans, sur une période de donc 200 ans, on voit que les actions ont représenté un capital de 704 997 dollars pour, il me semble, 1 dollar. Voilà, c'est ça, 1 dollar, on peut le voir tout en bas à gauche ici, investi initialement. Donc c'est juste énorme, alors que les obligations, elles, sont en dessous avec seulement 1778 dollars. Donc on voit qu'il y a quand même un gap qui est clairement pas négligeable. On parle en centaines de milliers de dollars. Petite anecdote également. On a également vu sur d'autres études, notamment celle du Crédit Suisse sur une période de 1900 à 2007 que eh bien, les actions surperformaient également tout ce qui se collectionnait. Donc, je pense notamment à tout ce qui est voitures, bijoux, vins, livres, timbres, voitures de collection, je ne sais plus si je l'ai dit, l'art, bref, vraiment tout finalement ce qui se collectionne également. Je t'ai pas parlé de l'immobilier, peut-être que tu vas te dire, mais est-ce que les actions surperforment également l'immobilier? Alors, je t'ai pas préparé une étude pour te le prouver, mais si tu regardes de ton côté, tu verras également que les actions sur le long terme superforment également la performance de l'immobilier. Donc, finalement, les actions sont l'actif qui eh bien, superforme toutes les autres classes d'actifs. Donc, c'est pour ça que c'est tout simplement la meilleure stratégie. Donc, je viens de te montrer pourquoi cette stratégie, c'est selon moi la meilleure. Tout simplement, on l'a vu factuellement, c'est la stratégie qui présente le plus de rentabilité sur 200 ans. Donc, ça parle. Et je t'ai montré une étude pour ça. Mais si je te disais maintenant qu'au sein même des actions, il y a une catégorie d'actions qui superforme encore toutes les autres catégories d'actions. Donc, vraiment, aller encore une fois chercher plus de performance. Eh bien, regarde à ton écran le schéma que je vais te montrer. On a ici un premier tableau qui, bon, excuse-moi, il est en anglais, mais malheureusement, beaucoup d'études sur le marché des actions sont faites aux États-Unis, mais je vais te le traduire. Voici une étude qui est faite de 1972 à 2018, donc ça reste encore intéressant puisqu'on est quand même sur 40 ans, même plus de 40 ans, on est sur, on est presque sur 50 ans, donc ça reste quand même très intéressant comme étude. Et on peut voir qu'en fait, qu'il y a plusieurs lignes. Donc, on va d'abord commencer par la dernière ligne qui est en fait un indice équilibré du S&P 500, donc l'indice américain de référence qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Et on voit que la performance elle est de 7,30%. Et ensuite, on voit qu'on a différentes catégories d'actions sur les lignes précédentes et notamment une qui nous intéresse particulièrement qui est la première ligne qui s'appelle, alors excuse-moi l'accent anglais, Dividend Growers and Initiators. Donc, ça veut dire quoi? C'est tout simplement les dividendes croissants. Donc, les entreprises qui versent un dividende qui est croissant et régulier ou les dividendes qui ont commencé à instaurer un dividende. Okay, et on voit que la performance elle est de 9,62%. Donc, on a plus de performance qu'un indice équilibré du S&P 500. Je ne vais pas te parler des autres lignes parce que eh bien, ma stratégie consiste à investir dans des actions à dividendes qui sont croissants et réguliers. Donc, ça veut dire quoi? Des entreprises qui vont chaque année augmenter le dividende parce que en tant qu'investisseur, je veux que mes revenus augmentent et je veux que l'entreprise, si elle génère plus d'argent, qu'elle augmente également mes dividendes. Mais l'idée, c'est de voir qu'il y a des catégories d'actions qui superforment l'indice de référence. Et en plus de ça, si on regarde la colonne numéro 2 et 3, le bêta et le standard deviation, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce que c'est précisément et de quelles sont les différences entre le bêta et le standard deviation, mais retiens que ces deux valeurs sont un indice, on va dire, de volatilité, un indicateur qui représente la volatilité. Et on peut voir que le bêta pour la première ligne, il est de 0,88. Pour l'indice du S&P 500, il est de 1. Donc, c'est normal. L'indice de référence du S&P 500, il est forcément de 1. Mais on voit qu'on a un bêta de 0,88 pour les dividend growers, donc les dividendes croissants et réguliers. Donc, ça veut dire qu'on a une volatilité qui est plus faible par rapport à l'indice de référence. Et quand on regarde le standard deviation, on voit qu'on a 15,62% pour la première ligne, alors que pour l'indice du S&P 500, on est à 17,26%. Donc, ça veut dire aussi que là, on a moins de volatilité. Donc, si je résume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une catégorie d'entreprises au sein, une catégorie d'actions au sein du marché des actions qui à la fois présente plus de performance que l'indice de référence tout en ayant moins de volatilité. Cette catégorie d'actions, tu l'as bien compris, ce sont les entreprises qui vont te verser des dividendes qui sont croissants et réguliers. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font partie de cette catégorie? Je ne vais pas te dire qu'il y en a des centaines et des centaines, c'est plutôt en dizaines et dizaines, mais ce sont vraiment les entreprises sur lesquelles je me concentre parce que c'est confortable. En tant qu'investisseur, on a plus de performance. Qui ne veut pas plus de performance? Regarde le deuxième schéma où là, c'est plus un tableau, mais c'est un graphique. On a la démonstration pour, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 100 $ investis en 1972 et on voit ce que ça donne en 2018. On voit très clairement que les entreprises qui versent un dividende croissant et régulier ont, entre guillemets, largement surperformé puisqu'elles arrivent à l'issue de ces presque 50 années à 7 499 $, alors que toutes les autres entreprises
On voit par exemple les dividend payers, ce sont simplement les entreprises qui versent des dividendes sans forcément l'augmenter. On voit qu'elles ont moins de performance. On voit que les entreprises qui ne versent pas de dividendes, les dividend non payers, eh bien, elles ont beaucoup moins de performance également. Et encore pire, pour les entreprises qui ont supprimé un dividende, elles ont encore beaucoup moins de performance. Donc on le voit clairement sur ce graphique qui est imagé. On se rend compte que les entreprises qui versent un dividende croissant et régulier sont systématiquement celles qui surperforment le marché avec moins de volatilité. Donc on résume, il faut se concentrer sur le marché des actions et sur le marché des actions avec des dividendes croissants et réguliers. Un autre gros avantage de cette stratégie, c'est le côté passif. Aujourd'hui, tu investis dans des actions qui te versent des dividendes, on l'a vu, on en a parlé précédemment, tu oublies. Tu laisses vivre l'entreprise, tu encaisses tes dividendes en tant qu'actionnaire, tu n'as rien à faire. Si tu investis dans Louis Vuitton, tu ne vas pas te rendre tous les jours à Avenue Montaigne et dire il faudrait sortir un nouveau produit, il faudrait augmenter le prix de ce produit, ou il faudrait faire des travaux dans la boutique sur les Champs-Élysées. Non, si tu es chez McDo, tu n'es pas en train de dire il faudrait peut-être changer le fournisseur de viande. Non, tu ne prends part à aucune des décisions de l'entreprise. Tu fais simplement ton travail d'investisseur, d'actionnaire, tu encaisses. Okay, et aujourd'hui, il y a très peu d'autres investissements qui te permettent d'avoir une telle passivité. Voilà, moi personnellement, j'investis dans plein d'autres actifs. Donc, je pense notamment à l'immobilier. L'immobilier, c'est loin d'être passif. Il faut trouver le bien immobilier, il faut aller le financer, il faut faire les travaux, il faut trouver un locataire, il faut gérer. Le bien, c'est pas passif. Si tu gères un business, tu lances une entreprise, donc là, c'est plus l'investissement, c'est l'entrepreneuriat, mais c'est pareil. Plus ou moins pareil, l'idée, elle est la même. Tu veux gagner de l'argent. Eh bien, un business, voilà, c'est loin d'être passif. Il faut être sur son business, il faut embaucher du monde, il faut lancer des produits, il faut vendre, faire du marketing, gérer le support client, etc., etc. Si on parle par exemple de crypto-monnaies, très intéressant les crypto-monnaies également. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de revenus passifs issus des crypto-monnaies. Ça va être un gain en capital. Si on parle d'investissement dans les startups, très intéressant les startups. Et j'investis également dans les startups. Mais le problème, c'est qu'on investit aujourd'hui et on aura potentiellement des fruits dans 10 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 12 ans. Alors, ça va être un gros exit tel qu'on les appelle, mais il n'y aura pas de revenus passifs et potentiellement, tu vas perdre tout ton capital. Si je pense à tout ce qui est collectible, tel que le vin, les voitures de collection, bah, c'est très bien dans un patrimoine. De l'art, un tableau, c'est très bien. Pourquoi pas? Mais ça ne génère pas non plus de cash flow. Moi, j'aime beaucoup les actifs qui vont me permettre de générer des cash flows puisque eh bien, je veux un actif qui à la fois va me générer un cash flow et qui va également se valoriser, protéger mon patrimoine, valoriser mon patrimoine et même se valoriser. Et quand on regarde eh bien, avec ces deux critères, donc de cash flow et de valorisation du patrimoine, eh bien, il n'y a pas d'autres catégories aujourd'hui d'actifs autres que les actions qui répondent à ces critères parce que soit on va avoir une belle valorisation de son capital mais il ne va pas y avoir de cash flow, soit non, ça n'existe pas. Le cash flow sans valorisation de capital, ça n'existe pas. Mais voilà, c'est le problème. Donc aujourd'hui, les actions sont selon moi l'actif le plus passif et le plus rémunérateur. Allez, pour terminer cette vidéo, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur où on va voir ensemble finalement quelle est la différence entre un investisseur et un trader puisque voilà, c'est vrai qu'on oppose assez facilement et assez souvent les deux. On a d'un côté le trading avec voilà, un passage d'ordre aussi bien d'achat que de vente et on espère tirer une plus-value et de l'autre côté, eh bien, il y a nous, on a l'investissement long terme, l'investisseur long terme qui est là pour investir dans des actions qui vont lui reverser des dividendes. Donc on va voir ensemble eh bien, 8 points principaux que je vous ai listés et qui font selon moi la différence vraiment entre un investisseur et un trader. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier point. Je vais vous dérouler tout ça. On a ici l'horizon d'investissement. Pour un investisseur, son horizon d'investissement, il est long terme, voire même très long terme, puisque personnellement, quand j'investis, je considère que j'investis à vie jusqu'à la mort. Ça peut paraître un petit peu morbide, mais l'idée, c'est que voilà, je ne suis pas là pour investir 6 mois, 1 an, 2 ans. Je suis là pour investir des décennies et idéalement jusqu'au bout. Alors que pour un trader, l'idée, c'est quand même d'aller couper rapidement ses positions pour récupérer ses potentielles plus-values. On a quand même un horizon d'investissement qui est très court-termiste où on cherche à encaisser potentiellement les plus-values qu'on a réalisées. Donc ça, c'est la première grosse différence. C'est l'horizon d'investissement. Le deuxième point, ça va être la prise de risque. Selon moi, en tant qu'investisseur, notre prise de risque, elle est plutôt faible, voire même très faible, parce que c'est très simple. On analyse des bilans comptables, des comptes de résultats, on voit les chiffres, tout est transparent, on fait des ratios financiers, on a des indicateurs et du coup, c'est beaucoup plus simple de juger si l'entreprise elle est risquée en fonction de pas mal de paramètres, son endettement, sa marge, l'évolution de ses bénéfices, son ancienneté, etc. etc. Alors que pour un trader, il y a beaucoup de choses qui peuvent finalement faire évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse un cours d'action sur le court terme. Et même si les traders vont me dire oui, mais justement Raphaël, c'est là tout notre travail, tout notre métier entre guillemets, de déceler ces évolutions de cours d'action grâce à l'analyse technique, grâce à l'analyse des graphiques en décelant les tendances, pour autant je considère toujours que selon moi la prise de risque elle est beaucoup plus élevée et qu'elle reste beaucoup trop élevée quand on est trader malgré tout ce qu'on peut vouloir nous faire croire sur internet.
Pourquoi? Parce que voilà, je regarde encore une fois de façon très factuelle les choses. On a deux images quand on regarde sur Internet. On a l'image, celle de voilà, de la Ferrari, de la villa, de celle des screenshots avec des gros résultats, etc., etc. Souvent, ces résultats sur les screenshots sont malheureusement issus de comptes démo, donc ce n'est même pas du vrai argent. Voilà, ça c'est la première image qu'on a. La deuxième image qu'on a, c'est celle que nous fournit l'autorité des marchés financiers en France ou d'autres autorités à l'étranger qui font des statistiques sur les traders et qui nous disent bah voilà, combien de gens qui gagnent, combien de gens qui perdent, des pourcentages, etc. Il y a énormément de statistiques. Vous pouvez regarder sur Google, vous allez en trouver énormément émanant d'autorités sur le sujet. Et ce qu'on constate, c'est qu'on se rend compte que la majorité des traders perdent de l'argent. Et quand on se concentre sur les particuliers, eh bien, c'est littéralement une hécatombe. Donc, il faut faire très attention, encore une fois, eh bien, au discours qu'on peut voir sur Internet. La réalité, quand on regarde les vrais chiffres, les vraies statistiques, c'est que la prise de risque, elle est plutôt élevée pour les traders et qu'il y a énormément de traders qui perdent de l'argent. Ok. Ensuite, on a le troisième point. Hop, je vais le dérouler ici. Si j'y arrive, voilà. Tac, c'est le temps de gestion, quelque chose de très très important parce que personnellement, j'ai pas envie de passer tout mon temps devant l'écran d'ordinateur pour mes investissements. Et l'avantage quand on est investisseur, c'est que son temps de gestion, il est très très faible puisque voilà, une fois qu'on a investi, on oublie entre guillemets et on récolte les dividendes, on récolte les fruits. Bien évidemment, il faut monitorer de temps en temps, mais ça n'a rien à voir avec le trader qui lui a un temps de gestion qui est très élevé puisqu'il doit toujours être devant son écran d'ordinateur pour déceler les tendances, regarder les graphiques, les analyser. Il doit être actif chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois. Tout dépend en fonction de la durée sur laquelle il passe les trades. Il y a des traders qui sont très court terme, d'autres qui sont un petit peu plus long terme. L'idée, voilà, c'est qu'encore une fois, j'ai pas envie de passer tout mon temps devant les écrans. L'idée, c'est que j'analyse une fois, j'achète, je conserve, j'encaisse, je monitore de temps en temps, mais je ne cherche pas à en faire un métier loin de là. Donc, mon temps de gestion, très très faible en tant qu'investisseur et c'est vraiment ce que j'adore. Ensuite, on a les frais de courtier, très importants également. En tant qu'investisseur, ils sont très faibles. Pourquoi? Tout simplement parce que personnellement, j'investis j'investis dans une ou deux entreprises chaque mois, tous les 15 du mois. Donc ça, c'est ma règle. Il n'y a pas de raison pour laquelle j'investis tous les 15 du mois. On me pose parfois la question, c'est simplement que je me suis fixé une date et je la suis sans faille. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je passe 1 à 2 passages d'ordre chaque mois. À l'opposé, eh bien, le trader, lui, il va passer une multitude d'ordres chaque mois et même s'il a optimisé son courtier pour payer le moins de frais possible, à la fin, il va quand même avoir passé potentiellement 10, 20, 40, 50 ordres par mois, potentiellement même plus. Et donc, à la fin, les frais seront naturellement beaucoup plus élevés que moi qui ai passé 1 ou 2 ordres. Et donc, forcément, plus on paye de frais, plus il faut d'abord rattraper ses frais avant de gagner de l'argent. Et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger les frais quand on investit, que ce soit en bourse, on parle de bourse ici, mais même dans l'immobilier ou dans d'autres choses, parce que les frais viennent littéralement détruire votre performance. Donc, il faut toujours faire en sorte de limiter les frais. Donc là encore, c'est un avantage d'être un investisseur long terme, c'est que les frais sont faibles. Donc, on n'a pas ce morceau de gras à aller récupérer avant de gagner de l'argent. On a déjà optimisé entre guillemets nos frais en payant peu et en ayant choisi un bon courtier dès le début. Ensuite, on a les types de revenus. Pour l'investisseur, c'est du revenu passif. On n'a rien à faire. Encore une fois, on encaisse chaque mois les dividendes sur notre compte titre. C'est 100% passif. Une fois qu'on a fait notre analyse d'entreprise au début et qu'on a acheté les actions de cette entreprise, on n'a plus rien à faire. L'entreprise se développe, travaille, génère de la croissance et nous, en tant qu'investisseurs, on encaisse les revenus de façon 100% passive. Pour le trader, lui, ce sont des revenus actifs. Tout simplement parce que le trader, encore une fois, il doit être devant son ordinateur, il doit trader, il doit trouver des entreprises avec des potentiels de plus-value, il doit rentrer au bon moment, il doit sortir au bon moment, il doit prendre les profits au bon moment également, il doit couper ses pertes si ça se passe mal. Bref, c'est presque un travail, j'ai même pas envie de dire presque, c'est littéralement un travail si on veut faire les choses bien et si on veut gagner vraiment de l'argent, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose à avoir en tête. La dualité, c'est que l'investisseur, c'est vraiment passif. Pour le trader, il n'y a rien de passif, il faut être systématiquement actif. Ok ? Ensuite, on a la source des revenus, très important également. Nous, en tant qu'investisseurs, on joue sur les deux tableaux. Ce n'est pas parce qu'on parle toujours de dividendes qu'on ne fait pas de plus-value. Donc, en tant qu'investisseur, on a à la fois des dividendes et des plus-values. Et rassurez-vous, mon portefeuille, il est largement en plus-value. Je vous dis rassurez-vous parce que généralement, les gens me disent « Oui, Raphaël, tu encaisses des dividendes, mais je suis sûr que ton portefeuille, il est en moins-value et ça ne sert à rien d'avoir des dividendes si ton portefeuille, il est en moins-value. » Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas acheter les entreprises à n'importe quel prix. L'idée, c'est d'acheter des entreprises, des très bonnes entreprises à de très bons prix. Et j'aime bien reprendre ce qu'avait dit Warren Buffett il y a très longtemps, c'est que l'idée, c'est d'acheter des billets de 1 $ à 80 centimes pour faire de la plus-value tout en encaissant des dividendes. Donc voilà, c'est le dividende qui est recherché en priorité, mais ce n'est pas parce qu'on recherche le dividende en priorité que ça ne va pas de pair avec les plus-values.
On recherche évidemment la plus-value et je dis tout le temps et systématiquement aux gens de faire très attention de ne pas acheter les entreprises à n'importe quel prix parce que ça a beau être une très très belle entreprise, si vous l'achetez bien trop cher, eh bien naturellement vous allez potentiellement arriver à un moment de moins-value et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Si on a des dividendes mais des moins-values comme on l'a dit à l'instant, eh bien ce n'est pas intéressant. À l'opposé, le trader, eh bien lui c'est uniquement des plus-values puisque il cherche à faire une marge tout simplement par rapport à son prix d'achat et par rapport à son prix de vente. Il va potentiellement encaisser des dividendes par accident mais c'est clairement pas ce qu'il a recherché. Donc il encaisse que des plus-values. Ok, septième point, c'est le type d'analyse. Pour nous, en tant qu'investisseur long terme, on fait ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc, je voulais évoquer auparavant, c'est le fait de se baser sur les bilans comptables, les comptes de résultats, de regarder les chiffres, le chiffre d'affaires, les bénéfices, la marge, etc., etc., et de tirer des conclusions. L'analyse technique qu'utilise le trader, à l'opposé, on l'a dit également, c'est tout ce qui va être déceler des tendances sur la base de l'analyse des graphiques qu'on va analyser pour déceler ces fameuses tendances. Donc, ces deux approches sont totalement différentes. On n'a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, une qui est bonne, une qui est mauvaise. Voilà. Même si généralement il y a deux clans, on va dire qu'il y a le clan team fondamentale et il y a la team, on va dire, technique. Et souvent ceux qui aiment la technique n'aiment pas la fondamentale et inversement, il y a un petit peu deux clans qui se clashent. Personnellement, je suis plutôt team fondamentale, vous l'avez compris. On regarde les bilans comptables, les comptes de résultats, mais encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Personnellement, j'utilise jamais la technique parce que j'estime que la fondamentale, elle est beaucoup plus juste pour estimer si une entreprise elle est stable, si elle est pérenne, si elle fait de la marge, si elle gagne de l'argent, si elle est chère, si elle est pas chère, si elle est trop endettée, si elle est pas trop endettée, etc., etc. Mais libre à vous, encore une fois, de compléter avec l'analyse technique pour optimiser potentiellement votre point d'entrée quand vous avez fait une analyse fondamentale avant de vous positionner. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'investis tous les 15 du mois. Je ne cherche pas à optimiser mon point d'entrée parce que si mon analyse fondamentale elle est validée, c'est-à-dire que généralement, j'estime que l'entreprise elle est sous-évaluée par rapport à ce qu'elle vaut vraiment. Donc, je n'ai pas besoin d'optimiser à outrance, on va dire, mon point d'entrée. Mais libre à vous de compléter avec une analyse technique si vous voulez optimiser votre point d'entrée. Ok ? Et le huitième et dernier point, c'est la performance sur le long terme. Là, je vais vous illustrer avec un petit schéma. Pour l'investisseur, on dit qu'elle est exponentielle simplement parce qu'on a la magie des intérêts composés qui rentre en jeu. On ajoute du capital tous les mois, on réinvestit nos dividendes et donc naturellement la courbe devient exponentielle. Hop, je vais faire un petit schéma. Au début, ça peut être long, on ajoute du capital, on réinvestit nos dividendes, on a l'impression que ça stagne un petit peu, mais après naturellement, ça devient exponentiel de cette façon-là et là, on a des résultats qui sont vraiment très intéressants. Alors, que pour le trader, la performance, elle est beaucoup plus incertaine dans le sens où de temps en temps, le trader, il va gagner, des fois, il va perdre, des fois, il va gagner, des fois, il va perdre. Et sur le long terme, on se rend compte que la performance elle est assez flat. On pourrait même dire que ça ressemble à ça. Des fois il gagne, des fois il perd, des fois il gagne, des fois il perd, des fois il gagne, des fois il perd, des fois il gagne, des fois il perd. Et hop, finalement, si on trace sur le long terme ce que ça donne, on pourrait faire un grand trait comme ça. C'est assez flat et ça ressemble à une ligne. Et encore une fois, la majorité des traders ne gagnent pas beaucoup d'argent, voire même pas du tout. Donc il faut encore une fois faire très attention au mythe du trader millionnaire, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant cette première vidéo d'une série de 4 vidéos gratuites. On a plutôt bien posé les bases dans cette première vidéo. On a vu pourquoi cette stratégie est selon moi la meilleure stratégie, pourquoi c'est également la plus puissante en termes de performance et cela même au sein du marché des actions. On l'a vu avec les actions à dividendes croissants et réguliers. Donc on se retrouve très prochainement dans la deuxième vidéo de cette série de 4 vidéos. À tout de suite.